Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du policier et de la conductrice de mauvaise foi. C'est l'histoire d'un policier qui arrêta le véhicule d'une jeune conductrice. Celle-ci lui demanda « Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent ? Je vais être obligé de vous verbaliser, madame. 80 $, lui annonça-t-il. 80 $? Et pourquoi ça ? Lui demanda la femme. En franchissant la ligne blanche que vous avez laissée derrière vous, madame, lui expliqua le policier, vous êtes entré dans une zone du désert du Nevada où il est strictement interdit d'être seul à l'intérieur d'un véhicule. Vous devez être au minimum 2 personnes au cas où il arrive à l'un de vous deux un malaise à cause de la chaleur. Du coup, la contravention, c'est 80 $, madame. Au début, la femme essaya de négocier gentiment avec le policier l'annulation de l'amende, sans succès. Quand elle vit qu'il restait de marbre devant son charme féminin et ses arguments fallacieux, elle interpréta son manque de réactivité comme une attaque personnelle. Elle transforma l'affaire en une question de principe et commença à s'énerver, à crier et à l'accuser de manque de professionnalisme. Le policier fut choqué de sa réaction. Il eut peur d'avoir eu, sans faire attention, des propos déplacés vis-à-vis d'elle et préféra la laisser partir. Cependant, il lui envoya sa contravention par poste. Au bout de plusieurs semaines, la conductrice finit par recevoir une convocation au tribunal. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle qui pensait être tirée d'affaire, la voilà convoquée au tribunal comme une criminelle pour une simple contravention. Elle jura de ne pas payer l'amende, s'adressa ensuite au meilleur avocat de la ville et lui demanda de l'assister et d'annuler la contravention, peu importe le prix. Ce dernier sauta sur l'occasion, vérifia 2 ou 3 textes de loi sur l'avortement et accepta de prendre son affaire pour 3 000 $. Le jour de l'audience, son avocat se présenta au tribunal avec un regard plein de malice et de mauvaise foi et montra au juge une échographie. Selon lui, le document prouvait que madame était enceinte d'un peu plus de 3 mois. Le jour de la contravention Or, comme la loi de l'État du Nevada estime que le fœtus est une personne humaine à part entière à partir de 3 mois de grossesse, techniquement parlant, madame n'était pas le seul être humain dans la voiture le jour de la contravention, et par conséquent, l'amende n'a pas lieu d'être. À la fin de l'explication de l'avocat, tout le monde resta sans voix, y compris le juge et les avocats de la partie adverse. Certes, la démonstration était tirée par les cheveux, mais légalement parlant, elle était valide. Le juge fut donc contraint d'annuler la contravention au grand désespoir du policier. Croyant le dossier clos, la femme oubliait cet incident désagréable. Mais à peine quelques semaines plus tard, elle reçut une seconde convocation au tribunal pour se présenter face au service de la police du Nevada. Pensant l'affaire dans la poche, elle s'y rendit sans son avocat. Une fois sur place, elle entendit, à sa grande surprise, un nouveau chef d'accusation, toujours en lien avec l'affaire de la contravention du policier. Le nouveau chef d'accusation disait « mise en danger d'enfants mineurs et de la vie d'autrui sur la voie publique ». Elle risquait cette fois-ci jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 $ d'amende, et un retrait définitivement du permis de conduire. Au début, elle croyait à une blague, puis à une erreur administrative. Mais quand elle entendit la plaidoirie de l'avocat représentant le service de police, elle tomba des nues. Celui-ci disait « Monsieur le juge, cette dame a contesté il y a quelques semaines la contravention en utilisant une loi sur l'avortement qui souligne la dimension humaine d'un fœtus. En faisant cela, monsieur le juge, elle a profité d'un vide juridique et a su échapper à la contravention de 80 $. Mais en considérant son futur bébé comme un être humain à part entière, elle s'est elle-même rendue coupable de 2 infractions majeures. Voyez-vous, monsieur le juge, si le futur bébé est considéré comme être humain à part entière, cela veut dire que 2 personnes étaient assises au même temps sur le siège principal pendant le mouvement du véhicule. Et cela est non seulement interdit par le code de la route, mais il est aussi considéré comme une mise en danger flagrante de la vie d'autrui sur la voie publique. Deuxièmement, si le futur bébé est considéré comme être humain à part entière, cela veut dire aussi qu'il n'avait pas le droit de se retrouver à l'avant du véhicule, puisqu'il est âgé de moins de 10 ans. Cela veut dire mise en danger d'enfants mineurs. Nous demandons donc la condamnation de cette femme pour ces 2 nouveaux chefs d'accusation.
Cette fois-ci encore, la démonstration a été tirée par les cheveux, mais légalement parlant, elle ne pouvait pas être rejetée vu que la première fut acceptée. Le juge condamna donc la conductrice de mauvaise foi à payer une amende de 4 500 $ au lieu de 80 $ qu'elle a réussi à faire annuler et lui retira son permis de conduire pendant une durée de 5 années. Premier point d'analyse, même en étant irréprochable dans votre vie, dans votre travail, vous risquez de froisser des gens. Dans cette histoire, en verbalisant la conductrice, le policier n'a fait que son travail. Il avait même pris le temps de lui expliquer calmement le pourquoi du comment. De son côté, la conductrice essaya de négocier l'annulation de la contravention. Mais quand le policier ne céda pas, elle s'énerva et en fit une question de principe. Cette scène peut paraître très habituelle. Car qui d'entre nous n'a pas déjà essayé de négocier une contravention ou fait preuve de mauvaise foi suite à une erreur manifeste? Mais si on y voit de plus près, cette histoire est un exemple simplifié de ce que l'on peut remarquer de façon plus complexe dans certaines relations conflictuelles, surtout celles professionnelles. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le policier a eu le doute. Il s'est senti quelque part déstabilisé face à l'énervement de la conductrice. Il pensait avoir mal agi quelque part et préféra la laisser partir. Il avait les pleins pouvoirs, il était représentant de la loi, mais il a préféré quand même la laisser partir. Alors imaginez ce qu'aurait fait une simple personne face à cette conductrice. Bon, à titre personnel, j'ai déjà entendu maintes et maintes fois des phrases du style je n'ai rien fait à mon collègue de travail pourtant il ne peut pas me saquer, j'ai bien fait mon travail pourtant le directeur me traite d'une façon odieuse, j'essaye tout mon possible pour donner entière satisfaction, pourtant mon manager n'arrête pas de me casser, etc., etc. Généralement, ces personnes vivent un vrai calvaire professionnel, car ils n'arrêtent pas de se remettre en question pour tenter de faire disparaître des tensions ou des conflits, sans succès. Elles ne se rendent pas compte que ce qui pose réellement problème ne vient pas d'un éventuel manque de professionnalisme de leur part, mais vient plutôt d'autres choses sur lesquelles elles n'ont généralement aucun contrôle, et qui sont la plupart du temps publiquement inavouables. C'est le cas de la conductrice. Celle-ci ne s'est pas énervée à cause de la contravention en elle-même, mais je pense, c'est ma lecture, je pense qu'elle s'est énervée plutôt parce que le policier n'a pas succombé à son charme féminin. Dans le monde du travail, les choses ne sont pas toujours assumées. Il y a des patrons, par exemple, qui sont racistes, qui sont gênés par une certaine couleur de peau. Il y a des collègues de travail qui détestent le nouveau par jalousie de ses diplômes. Il y a des managers qui ne supportent pas, par exemple, de travailler avec une femme. Il y a des directeurs de service qui sont profondément antisémites. Toutes ces raisons sont bien sûr illégitimes et ne peuvent pas être publiquement défendues sans risquer un rappel à l'ordre ou des sanctions légales. Du coup, quoi de plus simple que de prétexter un manque de professionnalisme pour pouvoir se défouler sur la victime en toute impunité? Le problème, c'est que plus la victime fait preuve de professionnalisme, moins elle donne de prétexte à son détraqueur, plus celui-ci est énervé contre elle. Un cercle vicieux sans fin. Ce que je retiens donc de ce point, c'est que les conflits basés sur des raisons illégitimes sont généralement très difficiles à résoudre à l'amiable, et que malgré toute la bonne foi du monde, il y aura toujours une catégorie de personnes à qui je déplairai quoi que je fasse. Deuxième point d'analyse, la mauvaise foi résout pas mal de problèmes à court terme, mais à long terme, elle attire le retour des flammes. Dans cette histoire, l'avocat de la conductrice a utilisé des failles de la loi pour tirer sa cliente d'affaire. Le juge, les avocats et la partie adverse, et même les gens présents à l'audience, tous reconnurent dans sa démonstration la mauvaise foi manifeste, mais ne pouvaient rien faire. Juridiquement parlant, sa plaidoirie était inattaquable. À la fin, le chef de service de la police du Nevada a choisi d'utiliser la même entourloupe et la même mauvaise foi pour obtenir gain de cause et donner une bonne leçon à la conductrice. Dans la vie de tous les jours, on a tous fait preuve de mauvaise foi, au moins une fois dans notre vie. Que ce soit pour défendre une décision maladroite, pour tricher dans un jeu de société, ou pour revenir sur une parole donnée, ou pour toute autre raison diverse. On va dire qu'à petite dose, la mauvaise foi ne semble pas très nuisible. Les problèmes commencent quand elle touche au sujet très sérieux, sensible et voire stratégique.
Une personne qui fait preuve de mauvaise foi est toujours consciente du caractère fallacieux des arguments ou des propos qu'elle tient, mais continue à les clamer comme vérité. Et pour ne pas se faire coincer et donner un maximum de crédit à ces allégations, la personne tente généralement de se cacher derrière un petit détail anodin, une faille, une maladresse, un manque de précision de la part de son interlocuteur, exactement comme a fait l'avocat de la conductrice qui s'est caché derrière une loi sur l'avortement. Face à la mauvaise foi, toute argumentation sérieuse devient malheureusement stérile. Et puisque celle-ci se nourrit principalement des petites maladresses d'autrui et de sa perfectibilité, la meilleure solution semble donc être, selon mon point de vue, soit l'arrêt du dialogue ou de la relation, soit, si on est capable, mauvaise foi contre mauvaise foi. Troisième point d'analyse, quand l'ego humain entre en équation, généralement le cerveau ne fonctionne plus correctement et la facture devient parfois très salée. Dans cette histoire, la conductrice avait commis une simple infraction au code de la route et devait s'acquitter d'une amende de 80 $, rien de vraiment très grave. La mésaventure commence quand elle a essayé de négocier avec le policier. Le fait qu'il soit resté, enfin c'est ma lecture, le fait qu'il soit resté de marbre face à ses charmes naturels l'a blessé dans son amour-propre et malheureusement pour elle à cet instant, son ego a pris le dessus. Elle a fini par payer 3 000 $ de frais d'avocat et 4 500 $ de dommages pour les deux nouveaux chefs d'accusation et un retrait de permis pendant 5 ans. Une facture très salée pour un entêtement malsain. De façon générale, l'ego humain ou l'orgueil est une caractéristique plus ou moins normale. Le problème se pose quand celle-ci devient maladive ou presque pathologique. Elle empêche le cerveau de fonctionner, pousse l'individu à aller à l'encontre de ses propres intérêts. Ses décisions deviennent parfois absurdes. Son entêtement lui fait parfois rater d'excellentes occasions, lui provoque des conflits avec autrui, lui ajoute des difficultés inutiles, etc. Ce que je retiens donc de ce point, c'est 3 choses. La première chose, faire très attention, toujours faire très attention aux éléments qui peuvent déclencher mon propre ego. Deuxièmement, se forcer à avoir un certain recul avant chaque prise de décision stratégique. Et troisièmement, apprendre à utiliser positivement l'ego d'autrui ainsi que ses susceptibilité. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.